Bonjour. Donc, nous entamons notre deuxième table ronde. Les médias d'information pour fédérer ou disloquer. Je vais inviter nos invités à me rejoindre sur scène. Donc, Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien. C'est l'hôte de ces lieux. Voilà, tu t'assois sous ta photo. Voilà. Jérôme Fourquet. Alors, je commence à présenter, mais je vois que tout le monde n'est pas là, donc je représenterai après. Jérôme Fourquet, asseyez-vous peut-être là, vous aurez un peu plus de place, je sais pas, ou là. Voilà, vous êtes sous votre photo. Rachel Kahn. C'est comme au César. Et enfin, Pascal Ruffnack. Donc, vous êtes le dernier. Alors, je vais peut-être effectivement attendre que tout le monde rentre pour vous représenter plus officiellement. En même temps, il y a effectivement vos photos et il y a vos noms. Donc, je recommence. Nicolas Charbonneau, donc directeur des rédactions du Parisien. Ça veut dire le Parisien, ça veut dire le Parisien Week-end, ça veut dire des podcasts, ça veut dire TikTok, ça veut dire beaucoup de médias différents. Jérôme Fourquet de l'IFOP. J'allais dire qu'on ne présente plus. Auteur notamment d'un ouvrage, d'un essai dont on va sans doute beaucoup parler pendant cette table ronde, qui est l'Archipel français. Rachel Kahn. Alors, Rachel Kahn, il faut 10 minutes pour la présenter, parce qu'elle est essayiste, elle est éditorialiste, à Radio Classique notamment, mais elle est également actrice, athlète, juriste en droit international. Bon, on va se contenter aujourd'hui d'éditorialiste et d'essayiste. Et enfin, Pascal Ruffnack, qui est président du directoire du groupe Bayard. Donc, la Croix, bien évidemment, je ne sais pas si c'est le navire étendard, mais également tout un volet de presse jeunesse que vous connaissez extrêmement bien et que les parents connaissent aussi, Léo et Poppy, enfin, nous en parlerez. Voilà. Donc, notre table ronde, c'est fédérer ou disloquer. Quel est le rôle des médias d'information ? Donc, je ne sais pas si vous avez écouté les radios ce matin, et notamment celle de Radio France, mais l'information du matin était absolument terrible. Donc, entre l'inflation, l'épidémie, les différentes crises, la guerre, les maires réunis pas très loin d'ici qui également se trouvent confrontés à des crises sans précédent. Voilà, donc on est au cœur de qu'est-ce que nous, médias, on fait de cette information dans une société qui est où une communauté est de plus en plus divisée en communautés. Donc j'avais envie de donner avant tout, de ne pas être, de ne pas respecter le protocole et de donner avant tout la parole à un homme. Jérôme Fourquet, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est cette société que nous devons informer ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le titre de la table ronde, comment fédérer plutôt que disloquer, renvoie à essayer de faire un diagnostic rapide de l'état de la société. Donc, comme vous l'avez indiqué, donc moi j'ai écrit un livre qui s'appelle l'Archipel français, qui insistait beaucoup sur les éléments de fragmentation sans précédent, parce qu'on va faire dans la nostalgie, la société française n'a jamais été une et indivisible, mais on a atteint sans doute aujourd'hui un niveau de fragmentation qui est sans précédent. Et donc dans ce cadre-là, il y a une question centrale qui se pose aux médias, c'est est-ce qu'on doit prendre acte de cet état de fragmentation, étant en bonne stratégie marketing, choisir ses îles et parler à certaines îles de l'archipel parce que c'est plus facile, on n'a pas de contorsion à faire, ou est-ce qu'on a encore la vocation à essayer de parler au plus grand nombre possible et à essayer de diffuser une grille de lecture commune. La patronne de Radio France disait capacité à écouter les autres et aussi avoir donc du coup un diagnostic commun. Alors, la presse d'opinion a toujours existé en France et donc beaucoup de journaux avaient vocation à s'adresser déjà à certains courants de pensée, à certaines îles de l'archipel, si je puis dire, mais on avait également des médias plus généralistes,
et sans flagornerie, par exemple, le Parisien, ou des chaînes de radio généralistes qui, elles, avaient vocation à parler au plus grand nombre. Donc je pense qu'il faut continuer à essayer d'effectuer ce travail-là. Et puis, pour ce qui est des grands médias d'opinion, ils avaient aussi un rôle dans la société démocratique. Hein, c'est ce qu'on dit dans la Constitution à propos des partis politiques. Ils contribuent à l'expression, à l'organisation du suffrage. C'est-à-dire qu'ils agrègent des individus dans des courants de pensée. Et donc on voit que certains grands news magazines ont joué un rôle tout à fait déterminant dans les grands débats sociétaux, culturels et politiques de notre pays au cours des dernières décennies, mais qu'aujourd'hui, leur part de voix est beaucoup plus faible. Donc, il y a, à mon avis... à qui, par exemple? On va essayer de fâcher personne, mais si on prend, par exemple, un journal comme le Nouvel Observateur, que c'est sa puissance de feu sur le plan intellectuel, social et politique jusqu'aux années 80-90, et quand on voit aujourd'hui, on peut constater que le mur du son a plus de mal à être franchi. Donc je pense qu'il y a deux enjeux. C'est pour ceux qui étaient déjà chacun dans leur couloir de nage, comment ils le consolident et comment ils arrivent à faire en sorte que ce couloir soit quand même assez large, c'est-à-dire je ne parle pas à 2%, mais à 20% des Français. Et puis comment on arrive aussi à conforter des journaux ou des médias qui soient plus transversaux, qui donnent un minimum de base en commun. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Arthur Sadoun disait qu'il faut regarder ce qui se passe du côté du New York Times pour voir ce qui va nous arriver dans quelques années. On voit que même sur les bases de la discussion commune, aujourd'hui, les Américains ne sont plus d'accord. Vous avez plus de 40% des Américains qui pensent que Trump s'est fait voler son élection. Et donc, à partir de là, on est quand même mal engagé pour envisager la suite des opérations. Et je pense que c'est le rôle des médias, en tout cas de certains d'entre eux, même si, il faut bien le reconnaître, la tâche est aujourd'hui extrêmement difficile. Alors, vous parliez de couloir de nage. Donc, je ne sais pas si on peut considérer, Pascal Ruffnac, que vous êtes dans un grand couloir de nage avec une presse qui s'adresse aux chrétiens. Donc, comment vous percevez ce choix fédéré? Alors, vous, on peut dire que vous fédérez ou... On ne m'entend pas, d'accord. Vous, on peut dire que vous fédérez? J'espère, mais je ne sais pas, parce que les termes comment fédérer? On peut fédérer autour de la bêtise et de la haine. L'émission d'Hanouna, elle fédère beaucoup de monde. Donc je ne sais pas si fédérer aujourd'hui, c'est un but en soi. Surtout dans l'état que la société que vient de décrire Jérôme Fourquet. Je crois. On a tous des communautés naturelles de lecteurs. Voilà. Et les lecteurs viennent chez nous aussi parce qu'on a ce travail à faire, nous, du reste, d'exprimer notre raison d'être, comme titre de presse ou média. Voilà, ce qui nous anime, notre charte rédactionnelle, ce qu'on veut. Mais en tout cas, on parle toujours, on a toujours une inspiration qui nous porte. Voilà, nous, la Croix, évidemment, le titre le dit, il y a une perspective chrétienne, voilà, une vision du monde qui est portée en gros par notre raison d'être qui dit créons des liens fertiles. C'est ça notre raison d'être, c'est ça finale. Donc on ne peut pas dire plus que ça comme ambition de fédérer. Après, même dans les communautés aujourd'hui, plus ou moins larges, les gens qui se reconnaissent dans cette perspective, ils ne sont pas forcément chrétiens. Ils peuvent être intéressés par le fait que le christianisme est une ressource pour aider à comprendre le monde, à vivre et à vivre mieux, parce que c'est quand même l'espoir et l'espérance de chacun. Mais au sein de ces communautés, aujourd'hui, il y a des voix discordantes. Et ce qui me semble important, c'est qu'il y a besoin de leur donner de l'espace pour parler et pour s'exprimer. Et nous, on a créé à Vif toute une zone, enfin un lieu de débat et d'opinion, et ça nous a paru important depuis à peu près un an que ces voix discordantes puissent s'exprimer, non pas parce qu'on ne veut pas les légitimer, mais parce que si elles ne s'expriment pas dans un média dont elles reconnaissent la raison d'être, eh ben pour le coup, ça va disloquer les choses. Et ça nous paraît très important aujourd'hui. Nous, souvent, il y avait une ancienne directrice de la rédaction de La Croix qui disait notre but, c'est d'aider les gens à creuser les questions qui portent en eux. Voilà. On n'est pas là pour apporter des réponses, on n'est pas un média d'opinion, on est d'abord un média d'information. Et donc d'aider, quand les gens ont lu
La Croix, mais je dirais a fortiori quand les enfants lisent un journal pour les enfants, c'est d'avoir la possibilité de creuser les questions qui sont en vous. Donc, de rentrer dans vos propres raisons et d'une certaine façon de rentrer dans les raisons de l'autre. Parce que c'est ça la condition d'un débat réussi, c'est de rentrer dans les raisons de l'autre. Donc ça demande du calme, de la mesure, etc. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, que quand on a la question de la pédophilie dans l'Église, on se dit que... On se pose la question, on se dit est-ce que je ne vais pas disloquer ma communauté ou au contraire, en posant le débat, je vais l'aider à en discuter et à ne pas se disloquer et à rester fédéré. J'ai jamais entendu quiconque parmi les 120 journalistes de la rédaction de La Croix se poser la question comme ça. C'est un journal d'information, donc on informe sur ce qui se passe dans l'Église. Et je crois qu'on a été les premiers à... C'est vrai. Voilà, à Lyon, vous avez été en dire, à Lyon, partout, et encore aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, la question l'institution, l'Église, là, largement en train de s'effriter, peut-être plus, mais c'est pas la seule. Le politique aussi s'effrite. Toutes les grandes institutions. Et finalement, nos médias, d'une certaine façon, sont un peu aussi ont des paroles d'autorité sur le monde, et donc sont un peu des institutions. Et donc c'est important que nous, on les fasse vivre pour que justement ils ne s'effritent pas. Et une façon, c'est d'inventer ce dialogue avec les lecteurs au sens très large. C'est ce qu'essaye de faire l'État quand il fait des conventions citoyennes, etc. Nous, si on va de plus en plus sur le terrain pour rencontrer les lecteurs, pour parler avec eux, pour les écouter, c'est parce qu'on a ce besoin de les insérer, de leur faire qu'ils soient partie prenante de votre raison d'être. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de donner... c'est pas chacun est égal dans son opinion, parce que ça, c'est la fameuse phrase de Woody Allen, la démocratie, c'est un quart d'heure pour les Juifs, un quart d'heure pour Hitler. Je crois que c'est pas ça le but. C'est d'organiser le débat, de mettre les limites qui sont connues par la loi, et puis de faire que, au moins au sein d'une communauté de lecteurs, les gens se disent voilà, je suis reconnu. Et si je suis reconnu, après, j'ai quand même moins de possibilités d'avoir envie de disloquer la France, enfin le pays, etc. Et puis la dernière chose, c'est qu'on peut considérer que l'information, c'est une sorte de bien commun, que je crois, c'est-à-dire au fond quelque chose dont chacun répond, que ce soit par un post sur Facebook ou par un article dans Les Échos, Le Parisien ou La Croix. Voilà, chacun répond de cet ensemble-là qui, chaque jour, informe nos esprits, nous donne envie, j'espère, d'agir pour transformer le monde, parce que c'est quand même ça aussi, il me semble, le but de l'information, c'est pas d'être là en passif, en contemplant le monde derrière un écran, mais de se dire comment moi, à partir de ce qu'on me dit, etc., j'ai envie d'agir. Voilà. En tout cas, c'est le sens de ce bien commun. Alors, Nicolas, nous, on se tutoie puisqu'on travaille ensemble. Je crois que tu n'es pas totalement innocent à la réflexion autour de la table ronde d'aujourd'hui. Tu es à la tête, donc, pour reprendre les propos de Jérôme Fourquet, d'un journal généraliste. Alors, la question un peu qu'il posait en creux, est-ce qu'il y a encore de la place pour un média généraliste qui ne s'adresse pas seulement à la gauche, seulement à la droite, enfin même si, seulement à la gauche, seulement à la droite, qui s'adresse à des classes populaires et qui s'adresse aussi à des catégories sociales hyper favorisées. Et est-ce que tu as envie qu'on leur décrive le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde en crise Je te vois venir parce que voilà. C'est cette phrase que je prononce à peu près 10 fois par jour, qui est « on n'est pas là pour décrire le monde tel qu'on souhaiterait, nous, les journalistes, qu'il soit, mais on est là pour le décrire tel qu'il est. » Et malheureusement, parfois ça fait mal de le décrire tel qu'il est, mais il me semble que c'est notre devoir. Moi, en fait, en vous écoutant depuis tout à l'heure, et puis c'est vrai que c'est un thème qui, moi, m'est cher, comment... nous, médias généralistes, on est là pour fédérer, rassembler, faire encore cause et valeurs communes dans un monde où tout se disloque, où on s'engueule du matin au soir, on se déchire. Pascal, tout à l'heure, parlait des États-Unis. Aux États-Unis, je lisais un reportage il y a quelques jours, juste avant les midterms, où on voit que l'électorat de Trump et l'électorat de Biden, forcément, n'est pas le même, mais pire que ça, c'est-à-dire qu'ils sont sur des couloirs de nage, pour reprendre l'expression, totalement parallèles, qui n'ont plus aucune chance de se croiser. On vit plus face à face, on vit plus ensemble, on vit côte à côte, on vit en parallèle, bientôt on vivra face à face, dos à dos, je sais pas.
Mais en tout cas, c'est très compliqué de trouver des valeurs communes. C'est en train d'arriver en France, en tout cas on le constate, on peut le regretter, il faut le regretter, mais on peut le constater parce que et je vais répondre à ta question sur médias généralistes, mais parce que c'est de plus en plus difficile d'une certaine manière, enfin en tout cas c'est ma conviction, de tomber d'accord sur des valeurs communes. Et on le voit même dans les rédactions avec nos journalistes où voilà, il y a de vrais débats entre nous, toujours intéressant le débat, mais à un moment donné il faut avancer, il faut trancher. Et du coup, ben moi j'ai beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses d'une certaine manière, parce que diriger une rédaction comme celle du Parisien, c'est effectivement, tu l'as dit, s'adresser à un public qui est très large, qui est beaucoup plus large qu'il ne l'était il y a encore quelques années, parce qu'on a des supports différents. On a un support papier, un journal qui est distribué en kiosque ou dans les boîtes aux lettres chaque matin. On a des supports numériques, bien sûr. On fait des podcasts, on fait de la vidéo, on fait des vidéos sur TikTok. Donc on ne traite pas les mêmes sujets de la même manière pour s'adresser à la même personne, au même public. On traite des sujets différents, de manière différente. Donc d'une certaine manière, nous-mêmes, on commence déjà à disloquer ou en tout cas à segmenter notre information. C'est compliqué aujourd'hui d'être un média généraliste, en fait. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué d'une certaine manière, parce qu'il faut, dans l'actualité, il y a, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 1 millier de dépêches, donc AFP et autres, qui tombent chaque jour. Donc, des informations, il y en a des centaines et des centaines. Qu'est-ce qui va faire que cette information-là, je considère que je dois la traiter, en quoi elle fédère, en quoi elle doit intéresser le plus grand nombre, comment je la traite, et sur tous les sujets, on se pose des questions. Ce matin, on fait la une sur l'entrée des Bleus en compétition. Voilà, le sujet, on peut le traiter de 25 manières différentes. Est-ce qu'on fait du sport ? Est-ce qu'on fait du politico-financier ? Est-ce qu'on fait le Qatar, c'est nul ? Est-ce qu'on fait Bon, tout le monde a un avis sur cette Coupe du Monde. Nous, il va falloir à un moment donné qu'on traite ça. Et c'est valable sur tout, la culture, le sport, la politique, l'économie. Les gens se déchirent, et je crois qu'on a un vrai rôle, nous, de plus en plus, à dire, attendez, on observe, on regarde, on va peut-être pas forcément tout de suite se barrer là-dedans, on va quand même continuer. C'est pas parce qu'il y a 0,2% des gens qui partent dans un truc qu'il faut qu'on y aille tout de suite. Voilà, c'est valable sur l'écologie, c'est valable sur le féminisme. Et là, je fais la transition avec Rachel parce que je sais qu'elle veut bondir là-dessus. Mais on est d'accord avec Rachel, c'est pour ça, souvent. Voilà, c'est valable sur tout. Et notre rôle, il est d'informer en restant vigilant à tout et surtout, enfin, en tout cas, c'est pour moi le sens d'une rédaction, et en tout cas celle que j'ai l'honneur de diriger, de parler à tous les publics. Et c'est pas facile. Alors justement, tu as évoqué Rachel Kahn. Rachel Kahn, c'est une actrice de cette information, puisque vous êtes éditorialiste, donc vous traitez de ces sujets quotidiens. Vous avez écrit un livre. Alors, c'était intéressant parce qu'on a forcément préparé un peu cette table ronde. J'ai appelé Rachel Kahn et je lui ai dit, mais vous avez été au cœur d'une polémique avec votre livre Racé, qui a été un succès, mais où elle remettait, enfin je vais la laisser en parler, mais où elle remettait un petit peu en cause une assignation où elle aurait dû être assignée à sa couleur de peau, à un certain féminisme, une certaine religion, parce que, je l'ai dit au début, elle est beaucoup de choses à la fois. Et elle m'a dit... Je suis généraliste. Elle est généraliste, comme un média, donc comme notre média, donc elle a du mal. Mais elle m'a dit, mais moi, j'ai clivé beaucoup par rapport à d'autres féministes, alors que mon livre était plutôt un livre de réconciliation, de modération, de non-radicalité. Donc, est-ce que vous pouvez nous... Et d'ailleurs, à tel point qu'elle a refusé d'aller chez Hanouna, je crois, qui est quand même un des endroits où, quand on veut vendre un livre, il faut aller. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérience ? Oui, c'est vrai. Merci déjà pour cette invitation et bonjour à toutes et tous. C'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'en voulant écrire un livre, Racé, c'est un essai, donc un essai qui parle des mots. C'est vrai, quand on est journaliste, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, eh bien, on utilise des mots.
Et ce livre est divisé en 3 parties avec des mots qui se séparent, qui pour moi sont des mots dangereux. Par exemple, le mot sous-chien, le mot racisé sont des mots qui sont le début en fait du séparatisme. Puisqu'on coupe la société, on la scinde, on montre l'autre du doigt, on nourrit une forme de culpabilité. Ensuite, la deuxième partie, c'était sur des mots qui vont nulle part aussi, des mots qu'on prononce, on les prononce sans en prendre l'entièreté, c'est-à-dire sans responsabilité. Par exemple, le mot diversité, qui ne veut rien dire à mon sens, c'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose, mais qu'on emploie à mauvais escient. La diversité, c'est pas les Noirs et les Arabes, c'est nous tous réunis ensemble. Et puis, la partie la plus importante, effectivement, c'était sur les mots qui réparent, où je revenais finalement à ce que vous disiez. Effectivement, notre loi fondamentale, la France n'est pas une, mais c'est un idéal républicain. La laïcité, par exemple, n'est pas une opinion, mais c'est un principe fondamental. Toutes ces choses-là. Et puis je revenais aussi sur nos intimités. On ne sait plus aujourd'hui, tellement on a d'informations, on ne sait plus ce que l'on pense. Et donc on va finalement être peut-être, on est chahuté, on va directement dans un flot de pensée sans prendre en considération notre propre pensée, donc notre intimité. Évidemment, moi j'ai à cœur la création, c'est-à-dire que la création qui est quand même normalement quelque chose qui fédère, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, le théâtre, etc., où on se réunit autour de salles, comment finalement ces dogmes-là nous séparent et donc nous empêchent de créer en liberté. Et donc je revenais aussi sur quelque chose qui m'est très cher par rapport aux identités, c'est la question de la signature. Avoir un nom et un prénom dans une démocratie, ça veut dire qu'on a une liberté d'expression en dehors d'une communauté. Votre couleur de peau ne parle pas à votre place. Votre sexe ne parle pas à votre place. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes dans cette démocratie. Et effectivement, en tentant de réparer à travers ce livre, de manière très étonnante, j'ai été accusée de clivante. C'est-à-dire en disant que nous sommes dans un pays de liberté d'expression, dans un pays libre, et qui n'est pas un pays ni ethnique, ni religieux, mais un pays où on se retrouve autour d'un socle commun qui est celui de notre devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, ça, c'était clivant. Et c'est ça qui est assez étonnant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en voulant réparer dans nos intimités notre société, on m'a dit en gros que je n'étais pas fédératrice, mais parce que je dissonnais, en fait, par rapport à ce que j'aurais dû dire en tant que femme noire ou juive ou musulmane. Et c'est ça qui est assez terrible. C'est-à-dire qu'en fait, avec la projection de ce que vous êtes assigné à une parole. Et ça, c'est dangereux si on veut réparer dans nos enjeux mondiaux qui nécessitent en fait d'être véritablement unis. La question de l'enjeu climatique, elle est complètement antinomique avec les réunions en non-mixité. Par exemple, non seulement parce que la biodiversité, c'est l'inverse de la réunion en non-mixité, mais parce qu'on doit se réunir tous, quels que soient nos profils, quels que soient nos motifs de discrimination, pour lutter contre des enjeux climatiques, économiques, politiques. Mais est-ce qu'on peut fédérer une société qui n'a pas envie de l'être, ou qui fuit plutôt vers la polémique, vers la dissociation, si ce n'est la dislocation, mais en tout cas, est-ce que c'est le rôle des médias de tenter de fédérer? Je ne sais pas qui veut. C'est-à-dire que c'est une conséquence. D'abord, je suis sensible à la sémantique, parce qu'on connaît l'histoire du Guardian quand ils ont changé par rapport à la question écologique de vocabulaire, et qui sont passés du mot transition à urgence, etc. Bon. Donc les mots que nous utilisons, à la fin, c'est eux qui fabriquent aussi qui informent les gens, qui fabriquent leurs pensées, et puis d'une certaine façon, leur vision du monde. Et donc, un média, c'est dans des choix très, très, et notamment à l'écrit, il y a des expressions, des mots qui forgent petit à petit la communauté autour et qui se met d'accord autour de mots communs. Ça commence par ça. Et c'est ça qui, après, fait un bien commun. Mais il me semble que, d'abord, on est plus heureux fédéré que disloqué. Je crois que c'est juste une question de bonheur, d'être, de vivre. Une communauté, ça rend heureux.
des solutions écologiques, voilà, ça rend heureux plutôt que... Moi, je trouve qu'il y a des sujets magnifiques. Et les méga-bassines, qui était un sujet qui paraît anecdotique, quand on le creuse, bon, voilà, c'est un lieu de plein d'intérêts qui sont apparemment disjoints entre des agriculteurs, etc., qui veulent payer moins cher l'eau l'été, etc., des écologistes actifs qui pensent que c'est au contraire l'inverse, que ça épuise la terre. Je trouve que, par exemple, ce sujet-là, qui est un sujet de division, hein, comme ça, enfin, en tout cas, il sort comme ça, je trouve d'aller creuser, d'aller creuser toutes les questions qu'il y a autour, de voir les intérêts divergents, les intérêts communs, et d'essayer de construire une ébauche de solutions avec tous les acteurs qui sont là. Moi, ça me paraît, voilà, ça me paraît une façon de dire voilà ce qu'un média peut, en informant, en allant jusqu'au bout des questions scientifiques, ça, voilà comment on peut construire derrière une communauté de vie. Voilà. Et ça, je pense que là, on n'est pas à choisir est-ce que c'est mieux de fédérer ou pas. Je crois que fédérer une communauté, c'est le bonheur. Je pense que quand on dit que la France se disloque, on dit qu'il y a un état de malheur français. Voilà. Donc on a plutôt envie d'être ensemble que de ne pas être ensemble. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, pour créer ça, pour aller chercher plutôt les solutions positives qui existent, les constructions qui existent. Sur l'écologie, c'est très intéressant. Vous pouvez être apocalypticien, tous les jours dire que tout va s'écrouler. Vous pouvez être prophète, dire que... Vous parlez de construction des imaginaires du futur. Voilà. Alors chez les enfants, je peux vous dire qu'on nous en parle beaucoup. Voilà. Les récits du futur, mais les récits du futur, c'est à chaque instant. C'est le choix des mots tous les jours qu'on fait. C'est la façon dont on met en scène quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on va appuyer sur... Voilà. Moi, je pense que c'est juste que ça rend heureux d'être ensemble. Et donc la question ne se pose pas. Nicolas. J'ajouterais une ou deux choses à ce que dit Pascal. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est le rôle des médias de fédérer ? Je pense plutôt, en tout cas, je suis convaincu que c'est leur rôle de ne pas disloquer. Il y a trop d'objets de dislocation. Après, tout ne se vaut pas. Moi, je suis très sensible à ça. Et je pense qu'on a une vraie part de responsabilité, nous les médias, aussi dans l'état du débat, et peut-être de la société. On a une vraie grosse part de responsabilité. Et je pense que des journées comme celle-ci sont importantes. C'est l'occasion de s'interroger et peut-être de se dire qu'il y a des choses à changer. J'ai le souvenir d'Axel Kahn, pas très longtemps avant sa disparition, qui disait sur un plateau de télévision d'une chaîne info, j'ai tout raté. C'était au moment du débat sur les vaccins, le Covid. Voilà. On entendait quand même à peu près tout et son contraire. Malheureusement, le tout intéressant était assez peu audible. Le tout scientifique de ceux qui savent était assez peu audible, balayé par un n'importe quoi auquel on laissait la parole. Et je pense que là, par exemple, ça, c'est notre rôle à nous, médias, de ne pas donner, moi je l'assume, de ne pas donner la parole à des gens qui racontent n'importe quoi. Moi, les conspirationnistes, tu le sais, à la rédaction, ils n'ont pas leur place. Voilà, je l'assume. Je veux qu'on mette de la science dans l'information et je veux qu'on mette du Axel Kahn qui savait mieux les choses que quelqu'un qui n'y connaissait rien mais qui avait une grande gueule, en gros. Mais qui, aujourd'hui, est invité un peu partout. Et voilà. Et ça disloque. Ça, je suis convaincu que ça disloque. Ça répand la rumeur, ça répand tout ce qui fait qu'une société va, à un moment donné, s'interroger, se dire que le cousin de la cousine du beau-frère a posté un truc sur Facebook et voilà, et ça passe tout seul. Non, notre rôle, il est quand même, à un moment donné, de dire non, ça c'est faux. Voilà. Je ne parle pas du fact-checking. Fact-checking, ça, on le fait, c'est normal, on vérifie de l'information, on dit c'est vrai, c'est faux. Non, je parle vraiment donc ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, on se forme, peut-être mieux qu'on ne l'est aujourd'hui, sur des pans entiers. Moi, j'ai créé un service qui s'appelle Futur, dans lequel je veux qu'il y ait des gens qui soient des scientifiques, des journalistes scientifiques, pour traiter de l'environnement, de la médecine, du high-tech, la high-tech. Voilà, parce que je suis convaincu que c'est notre rôle. Là, on a vraiment un truc à jouer. On ne peut pas laisser filer ça à n'importe qui. Tout ne se vaut pas. Ouais, ça, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, puisque je crois que chacun a exprimé, chacun de nos intervenants a exprimé sa position. Donc je ne sais pas si quelqu'un
veut poser une question. Je vois qu'il y a une main qui se lève au milieu de la salle. Vous allez avoir un micro. C'est une question pour Nicolas Charbonneau à propos de cette exigence de laisser la place aux gens informés, renseignés dans les médias sur les questions d'écologie, questions scientifiques. J'imagine que le choix peut être fait, un choix averti. Quand il s'agit par exemple de politique comme Éric Zemmour, dans lequel vous considérez que dans son discours vous pouvez trouver des choses fausses et du conspirationnisme, mais en même temps il est représentant d'une certaine pensée dans laquelle beaucoup de gens se rejoignent. Quelle place est-ce que vous laissez à ce type de personnes ? Éric Zemmour, il n'a plus beaucoup de place aujourd'hui. Non, mais alors, comment est-ce que vous l'avez fait alors, pendant la campagne. Pendant la campagne, on l'a traité comme tous les autres candidats, avec l'exigence de la rédaction par rapport à tout ce qu'il pouvait raconter, une exigence éditoriale. On l'a plutôt... il s'agit... comment dire on connaissait Éric Zemmour, hein, il est ancien journaliste. Voilà, on l'a traité d'une certaine manière, d'ailleurs, en allant sur le terrain beaucoup auprès de son électorat. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de voir qui étaient les gens qui s'engouffraient derrière une personnalité, j'allais dire politique, je ne sais pas, en tout cas idéologique, comme la sienne. Et ça revient aussi... je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut bien décrire le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et à un moment donné, quand Éric Zemmour est crédité de 5, 10, 15% de voix, on a vu comment il avait fini, hein, mais à un moment donné, il était crédité une quinzaine de pourcents, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il faut aller voir qui sont les gens qui se positionnent en disant « je souhaite voter Éric Zemmour ». On le fait avec tous les candidats de façon très objective, mais par le terrain, dans ce cas-là. Monsieur, attendez, il y a une dame derrière vous. Après ça. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai vraiment une interrogation quant, j'allais dire, à la constitution de vos panels, quand vous faites des débats. Parce que, par exemple, sur la question de l'écologie, honnêtement, je trouve que l'éco-anxiété, vous la nourrissez. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de la transformation. J'interviens dans le domaine de l'ESG. Et honnêtement, il y a plein de recherches, il y a plein d'inventions qui sont en train de se créer, il y a plein d'avancées. On n'en entend jamais parler, en fait, et on entend toujours parler, d'une certaine manière, de la fin du monde. Et je ne comprends pas pourquoi le débat est structuré de cette manière. Quand vous parliez des panels, vous ne parliez pas des panels du Parisien sur... Non, je parle des panels en général. C'est vrai que moi, je me permets de parler parce que j'ai 22 abonnements médias. Je paye l'information. Voilà. Et honnêtement... un trophée. Ouais, exactement. J'accepte de payer l'information. Mais je suis parfois désespérée. D'accord. Alors on serait trop... anxiogène, éco-anxio, accompagnateur. On se parlera après si vous le souhaitez, mais je m'étonne un peu de votre question parce que, pour le coup, là, je prends les 15 derniers jours. On a beaucoup suivi la COP 27 à Sharm el-Sheikh et on a fait plutôt que de l'écologie. Je ne sais pas très bien comment. En tout cas, j'ai souhaité qu'on soit plutôt sur toutes les raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, il n'y a pas des masses, il n'y a pas que ça non plus, hein. Mais tout ce qui a fait que jusqu'ici, finalement, il y a des initiatives, il y a des entreprises qui se transforment, il y a des gestes citoyens. Ça ne suffit pas, hein, on est bien d'accord. Mais on a fait des suppléments, on a consacré des unes du journal, on a un supplément qui s'appelle Mater, dont je trouve le mot et l'intitulé assez beau. C'est-à-dire Mater, c'est notre terre, on est citoyen du monde, on respire le même air, qui sont des suppléments mensuels qui font une douzaine de pages, où on y consacre, on a fait un numéro spécial du magazine Le Parisien Week-end, entièrement consacré au green, avec toutes les initiatives, tous les acteurs. Je trouve que c'est un peu injuste, mais peut-être que c'est de dire qu'on ne parle que de ce qui va mal. Non, mais je ne prends pas. Non, parce qu'on a un truc qui s'appelle le panel chez nous. Donc non, mais pour être honnête, c'est inaudible ce que vous venez de dire. Pourquoi ? Parce que pendant la COP27, ce qu'on entendait, c'est une COP pour rien. Pour être honnête, j'ai même pas regardé. J'arrêtais pas d'entendre en fond.
C'est une COP pour rien. Non, je ne suis pas d'accord. Si. Non, mais il y a eu le suivi. Alors, disons-le autrement, il y a eu le suivi de la COP de façon factuelle de ce qui s'est passé à la COP, dont effectivement les acteurs et certains des participants sont sortis plutôt déçus, on va le dire comme ça. Mais c'est Jean Covici qui dit de toute façon les COP, ça ne sert à rien depuis toujours. À chaque fois qu'il y a une COP, on dit celle-ci elle est réussie, mais de toute façon ça continue à monter. Celle-ci elle est ratée, mais ça continue à monter, etc. Ce sont les propos de Jean Covici, je lui laisse, il les explique beaucoup mieux que moi. Mais voilà, mais on s'en parlera tout à l'heure. Oui, je vais pas monopoliser la parole. Il y a Rachel qui m'avait fait signe avant, qui voulait intervenir sur ce sujet, puis Pascal. Oui, et puis il faut qu'on accélère. Ah oui, d'accord. Alors sauf si on a un petit peu de temps en plus. Oui. Voilà. Juste un tout petit mot sur l'objet de cette table ronde. Comment fédérer ? Il y a aussi cette manière aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, de nourrir des névroses sociales, en fait. On peut se laisser aller au mépris, à la haine, à l'humiliation, cette culpabilité, etc. Et en fait, parce que ça buzz, et parce qu'il y a ce lien entre médias et réseaux, on vous demande parfois d'être sur le fond et la forme, justement, clivante. Donc, d'être en contradiction plutôt que de permettre un débat sur la forme et le fond qui soit un débat un peu plus... avec un peu de hauteur, un peu de nuance, un peu de complexité et qui permettent de faire avancer la pensée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je partage évidemment cette question de hiérarchisation de l'info, puisque sur les réseaux, on le sait bien, tout le monde peut mettre son information et c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Donc il y a quand même quelque chose aussi, comment fédérer à l'attention de nos plus jeunes, de leur apprendre à hiérarchiser cette information. Alors là, je vais donner la parole à Pascal Ruffnac. Monsieur, vous pourrez poser votre question. Et puis Jérôme, vous terminerez peut-être. J'ai une question pour vous. En fait, je ne sais pas s'il faut donner... Évidemment, il faut essayer de donner des raisons d'espérer tout le temps, mais plus que ça encore, c'est des raisons d'agir. Parce que fédérer en étant spectateur et contempler le monde comme il va à sa perte, ça tout le monde peut le faire, ou de montrer le monde comme un spectacle de déchirement. Voilà, il y a des émissions qui le font tous les jours. Ça, c'est assez simple. Donner des raisons d'espérer, c'est quand il y en a sans s'empêcher d'écrire le monde tel qu'il est, évidemment, mais surtout donner des raisons d'agir. Imaginez, on ne parle pas jamais des enfants, mais parce que ça n'intéresse personne, mais nous, on s'adresse à des millions d'enfants qui sont exposés à l'information. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. C'est combien de lecteurs, justement là 6 millions de lecteurs en jeunesse. Mais il y a 20 ans, ils n'étaient pas exposés à l'information parce que voilà, il y avait une certaine coupure, en tout cas jusqu'à l'âge de 13 ans. Voilà. Aujourd'hui, ils y sont exposés. Les tours tombent, ils sont en direct, ils regardent ça à la télé, ils voient tout en direct. Si on veut fabriquer des générations de gens impuissants face au réel, parce qu'ils se seront nourris que de polémiques, de choses spectaculaires, etc., voilà, on peut continuer comme ça. Et donc, ce qui est compliqué avec les enfants, c'est de leur montrer que dans ce magma du réel qui est compliqué à raconter, où il faut trouver des fils, etc., il y a des personnes, il y a des groupes, il y a des communautés qui font des choses, qui font et qui transforment le monde. Voilà. Et je crois que le seul si l'information, enfin à cet âge-là, l'idée c'est de fabriquer un citoyen éclairé, c'est de lui montrer un citoyen qui peut agir. Parce que la pire des choses, je pense, qui mènera à la perte, c'est le sentiment d'impuissance totale. Et dans ce cas-là, quand vous êtes totalement impuissant, vous réclamez quoi? Une autocratie, un dictateur, etc. Rappelons quand même qu'on est dans les très rares pays aujourd'hui qui vivent encore dans des démocraties. Enfin, le monde est en train d'aller vers des autocrates partout. Donc, si on veut défendre ça, c'est aussi se donner la capacité d'agir sur le monde. Sinon, vous êtes... voilà. Monsieur, vous aviez demandé la parole. Vous aviez une question. Oui, merci et bonjour à tous. Donc, en fait, lorsque on aborde le problème de faut-il fédérer et quel est le rôle des médias pour est-ce leur rôle de fédérer, je dirais, les opinions? Oui, à cette question, évidemment, oui, puisque vous êtes en fait un des acteurs à partir desquels, je dirais, l'opinion publique se fabrique. Donc, vous influencez sur l'opinion publique. Mais je dirais que pour fédérer une opinion ou pour fédérer, je dirais, une population, il faut que cette population ait confiance. Or, lorsque l'on s'en réfère au sondage, je dirais, on se rend compte que, je dirais que
la presse n'a pas la confiance du public. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plus de 10 ans que dans les sondages, vous voyez que vous êtes énormément critiqué. Sur les plateaux, sur les panels, on entend des bonnes, je dirais, des réponses qui peuvent nous satisfaire. Mais ça ne change pas beaucoup dans la réalité des choses. Il y a 10 ans, moi, je participais à un think tank qui s'appelait l'Institut Confiance, qui a disparu. Et à cette époque, on se posait cette question, en effet, pourquoi il y a une perte de confiance de l'opinion publique dans les élites, dans la justice, dans la médecine, dans la pharmacie, dans la presse. Donc c'est une question qui se pose. Et je dirais pour les médias maintenant, et là, quand je parle des médias, donc j'exclus les réseaux sociaux parce que pour moi, ce ne sont pas des médias, je dirais, ils ne font pas de l'information. J'exclus la presse écrite qui est relativement toujours assez bonne dans ce qu'elle fait. Donc je cible plutôt les médias qui ont la plus grande audience, c'est-à-dire les radios et les télévisions. Et lorsque je suis certains débats, et lorsque surtout je connais un petit peu, je dirais, le thème qui est le cœur du débat, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites, que le modérateur ou le journaliste qui anime le débat n'intervient pas pour dire à quelqu'un « Attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux ». Et je pense que c'est le rôle d'un journaliste, lorsqu'il anime un débat, de dire à un moment donné « Ce que vous dites, c'est faux ». Bon, malheureusement, moi, mon rôle, c'est de vous dire « On a terminé ». Donc, je vais donner quand même la parole à Jérôme Fourquet. De toute façon, il y a une transition avec ce que dit monsieur. Est-ce que les médias ont encore un impact, quand même, réel ? Et sont-ils si décriés que cela ? Et est-ce qu'on peut encore influencer pour fédérer nos opinions publiques ? Il y a beaucoup de questions. Monsieur parlait d'une enquête qui est publiée dans La Croix chaque année sur le rapport des Français aux médias. Donc, je ne reviens pas dessus. Il y a une défiance. Alors, la défiance, elle n'est pas vis-à-vis uniquement des médias. Vous êtes... Déjà, quand on dit les médias, ça commence mal parce que c'est quand même très, très différent. Mais donc, pour ceux qui sont en défiance, ils sont aussi en défiance de toute parole verticale, tout ce qui vient d'en haut. Donc, il faut balayer devant sa porte. Mais c'est un système de défiance qui est plus global. Je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Nicolas Charbonneau. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Les journalistes ne doivent pas faire un journal pour eux-mêmes. Et donc, il faut respecter le lecteur. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on fait la une sur un truc, un courant d'opinion qui représente 0,02%, mais qui fait le buzz dans les rédactions ? Je pense que c'est le meilleur moyen pour se couper encore un peu plus. Et donc, autre façon de respecter le lecteur, je pense que c'est fondamental. Donc, c'est pas de l'influencer, c'est de l'éclairer, c'est de lui décrire le réel tel qu'il est, et pas comme on le souhaiterait qu'il soit, c'est-à-dire aborder tous les sujets, essayer de le faire de la manière la plus objective possible. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de parler à toutes les îles de l'archipel, mais encore une fois, je n'avais pas préparé mon coup, et l'enquête avait été faite avant. Mais quand on a sondé les Français au moment du premier tour de l'élection présidentielle, et on a croisé leur vote par leurs habitudes médias, la communauté de lecteurs qui était la plus représentative des résultats électoraux observés au niveau national, c'était le Parisien. C'était les gens qui lisaient le Parisien, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près, à 2 ou 3 points près, la même proportion d'électeurs de chaque famille politique dans votre lectorat. Donc alors c'est compliqué, mais vous arrivez à le faire, et sans doute parce que vous avez une rédaction qui est diverse et que vous partez du réel. Et moi, je vous le dis aussi, j'incite mes jeunes collègues à l'IFOP à toujours regarder le Parisien. Il y a toujours des idées de sondage dans le Parisien parce qu'ils vont aller regarder pas mal de thèmes que d'autres ne traitent pas. Donc je pense que c'est encore possible. C'est exigeant, c'est compliqué, mais ça nécessite aussi bien une forme d'éthique professionnelle, un travail sur soi à chaque fois en disant ce truc, soit ça me barbe, soit ça me dégoûte. Mais il existe, et donc il faut qu'on le prenne de front. Puis on ne peut pas être non plus tout le temps dans le wishful thinking. Vous voyez qu'on a eu le congrès du Rassemblement national il y a quelques semaines.
Donc Jordan Bardella était élu triomphalement, il n'y avait pas trop de suspense. Et puis, comme souvent dans des congrès, il y a des gens qui sont écartés des directions, et donc ils ne sont pas contents, donc les micros se tendent parce qu'ils sont là, parce qu'il faut faire du clash. Et donc on a 2 élus du Pas-de-Calais, M. Briouat et M. Bill, qui se vivent ensemble de surcroît. Bon, et donc on dit voilà, que tout ça, et tout le mal qu'ils pensaient de l'élection de Bardella, et donc ça fait des dépêches en disant scission, risque de fracture au Rassemblement national. Donc je sais bien que c'est ce que souhaitent beaucoup de gens dans les rédactions, mais on ne peut pas objectivement titrer une dépêche de la sorte quand vous avez 2 individus seulement. Ce n'est pas une scission au sein d'un parti. Et donc ça participe aussi, je pense, du respect du lecteur ou de l'auditeur ou du consommateur de médias, c'est d'essayer de lui donner la chose la plus objective possible. Et c'est comme ça qu'on ne va pas non pas l'influencer, mais peut-être l'aider à éclairer ce qui se passe dans la société pour que derrière, lui-même se fasse son propre avis. Voilà, je crois qu'on est obligé d'arrêter. J'espère que nos Merci. intervenants vous auront éclairé et que cette table ronde vous aura intéressé.